Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, si c'est pour la culture, on a déjà donné et bienvenue dans ce nouveau BADA, dans ce nouveau supplément du Nouvel Esprit Public, nouveau supplément au cours duquel je reçois Fabrice Friss. Bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Vous êtes le président-directeur général de l'agence France Presse. Vous l'êtes depuis avril 2018. Vous avez eu à l'origine comme étudiant un parcours littéraire. Vous êtes passé par l'école normale supérieure, puis vous êtes passé par l'école nationale d'administration et vous avez fait vos premiers pas dans l'administration française et européenne. Vous avez été à la Cour des comptes, puis vous avez été pendant 5 ans, je crois, au cabinet de Jacques Delors, quand Jacques Delors était le président de la Commission européenne, époque que beaucoup qualifient comme l'âge d'or de la Commission. Ensuite, vous êtes allé dans les médias. Et dans les médias, vous étiez dans les médias dans la tech et dans la communication. Vous avez été nommé directeur de la stratégie et du développement d'Havas, l'ancêtre de l'AFP, mais avec qui les liens étaient rompus depuis longtemps. Vous avez ensuite occupé différents postes dans les groupes Vivendi, Atos, Publicis, différents postes de direction, avant de poser votre candidature à la présidence de l'AFP en 2018 et vous avez été renouvelé récemment en 2022 pour un mandat de 5 ans. Nous allons essayer de comprendre comment fonctionne cette agence, mais avant, si vous voulez bien, je voudrais qu'on parle de l'ancêtre de l'agence et même de l'ancêtre des agences et de l'agence, c'est-à-dire de l'ancêtre de l'agence France Presse et des agences en général, qui est l'agence Havas, fondée donc par Charles Havas. Vous vous êtes intéressé, vous, à l'histoire de l'agence, et donc comment présenteriez-vous Charles Havas ? Charles-Louis Havas était un négociant, puis banquier, qui a réussi sur le tard, après avoir été ruiné au moins 2 fois. Il avait été négociant au coton brésilien, et ensuite il a spéculé sur les emprunts d'État, et il a été ruiné au moment de Waterloo, pour les raisons diamétralement opposées à celles qui ont fait la fortune de Nathanael Rothschild, qui a eu les bonnes informations à temps. Charles-Louis Havas a ensuite essayé de se refaire. Sous la Restauration, il a eu pas mal d'avanies, et il a décidé de monter un bureau de traduction de journaux étrangers. Et c'est à ce moment-là, donc sur le tard, il doit avoir 40 ans, il s'intéresse au monde de la news. Et de manière assez sympathique, sa femme parle portugais et espagnol, lui parle anglais et allemand, et ils se mettent tous les deux, ils s'installent devant le bureau de la Poste du Louvre, là où les journaux arrivent très vite, et ils commencent cette activité. Et puis naturellement, il a l'intuition, avec la monarchie de Juillet, la libéralisation de la presse, qu'il y a là une valeur à donner les bonnes informations avant tout le monde. Donc c'est 1830. 1832-35, il crée ce qui sera l'agence Havas, et il invente le métier d'agence de presse. Et alors, ce métier d'agence de presse consiste non plus à fournir des informations prises dans les journaux étrangers, enfin, il continue ce service-là, mais quel est le cœur du métier de l'agence Havas en 1832 et ensuite ? Alors, il se dote d'un réseau de correspondants pour fournir de l'information brute, très économique au départ, puis ça deviendra politique. L'idée, encore une fois, c'est fournir l'information avant tout le monde. Et on trouve très tôt dans l'histoire cette idée que les moyens de communication sont le cœur du métier. Et donc, au départ, naturellement, ce sont les pigeons voyageurs qui font la différence. Ils montent un système de colombier avec des pigeons qui partent de Bruxelles le matin pour donner les nouvelles avec les cours de bourse, par exemple, des mines belges et de leurs colonies
avant tout le monde, ça arrive vers midi. Même chose à Londres, les pigeons arrivent vers 15 heures. Donc cette idée de la rapidité de transmission de l'information est centrale et va marquer toute l'histoire du développement d'Havas, qui va ensuite être marquée par le télégraphe optique, puis le télégraphe électrique, puis le câble sous-marin. Ça, on est plus dans les années 1860. La rapidité, c'est important essentiellement pour les informations financières et éventuellement économiques. C'est moins important de savoir qu'on a changé le ministre de ceci ou de cela. Donc ça oriente, j'imagine, l'agence vers une activité d'information très liée à la finance. Encore que, au plan politique, c'est quand même important. Je crois qu'il a fallu plusieurs mois pour que la nouvelle de la mort du roi Louis XVI parvienne aux Antilles. Quand Napoléon meurt à Sainte-Hélène en 1821, il faut 2 mois pour que la nouvelle arrive en France. 2 mois, vous vous rendez compte ? Quand Lincoln est assassiné, 1865, il faut 15 jours. Donc on voit qu'on progresse. Havas n'y est pas pour rien, mais il y a encore du chemin à faire pour arriver à l'instantanéité actuelle. Alors, Havas a cette capacité à organiser l'information en ayant compris l'importance de la rapidité, en ayant compris l'utilisation de tous les moyens techniques, si tant est qu'un pigeon soit un moyen technique, mais d'une certaine manière, oui. Mais il a aussi, avec le pouvoir, des rapports, disons, de proximité. Absolument. Et très tôt, comme l'accès au télégraphe est une chose compliquée, il se compromet avec le pouvoir. C'est-à-dire qu'il obtient une exclusivité d'accès au télégraphe et en échange, il diffuse l'information gouvernementale. Et évidemment, ça va marquer l'histoire d'Havas, et même l'histoire de l'AFP qui est son héritière, on y reviendra. C'est l'histoire d'un affranchissement par rapport aux politiques. Un affranchissement qui va mettre plus d'1 siècle. La presse est évidemment... les liens avec le politique sont extrêmement étroits. L'agence Havas va être un grand relais de la propagande pendant la Première Guerre mondiale. Et ce n'est que dans la... Véritablement, on reviendra sur l'histoire de l'AFP qui prend la succession d'Havas. Elle se fourvoie totalement, l'agence, au moment de Vichy. Et l'AFP naît le 20 août 1944, lorsque des résistants anciens membres de l'AFP entrent 5 jours donc avant la libération de Paris dans les anciens locaux de l'agence Havas et créent l'agence France Presse sur les décomptes d'Havas. Et ensuite, il faut encore attendre une quinzaine d'années pour que l'AFP ait des statuts qui la donnent une véritable indépendance par rapport aux politiques. Et le tournant, c'est 1957, donc et encore, je pense que le grand tournant, c'est la guerre d'Algérie. On voit Michel Debré qui exerce des pressions considérables sur l'AFP, qui au départ est un établissement public, et qui dit si vous relayez l'information sur ce qui se passe du côté du camp algérien, nous allons mettre fin à un certain nombre de privilèges que vous avez. Le statut de l'AFP est défini, qui lui donne une indépendance totale. Et là, on voit dès 1957, la couverture de la guerre d'Algérie change. Le ton est beaucoup plus libre. Et la liberté éditoriale est véritablement affirmée après ces années-là. Donc, vous voyez qu'il a fallu énormément de temps avant que l'agence s'affranchisse du politique. Oui, il faut presque 1 siècle et demi. Mais je reviens un peu sur la manière dont Charles Havas entretient des relations et rend service au pouvoir. Si j'ai bien compris, l'un des services qu'il rend, c'est de diffuser une information sur un projet, par exemple, que le gouvernement a, mais dont il n'est pas sûr, dont le gouvernement craint que ce projet ne provoque des réactions négatives, que ce soit dans la population ou bien dans certains milieux économiques et financiers. Et Havas le prend sous son aile, si je puis dire, sous sa responsabilité, et puis on fait un banc d'essai, et si ça marche, le gouvernement reprend, et si ça marche pas, le gouvernement laisse l'affaire ou la traite autrement. Il y a eu des cas de ce type. Maintenant, il faut pas non plus noircir à l'excel tableau. L'agence n'aurait pas pu survivre
en étant à ce point compromise. L'autre aspect qui est très important, on l'a dit, l'importance des moyens de communication, l'affranchissement par rapport aux politiques qui a mis effectivement 150 ans, l'affranchissement par rapport aux milieux économiques. Havas est connu aujourd'hui, le groupe Havas, c'est le monde de la publicité. C'est une autre invention de Charles-Louis Havas, ou plus exactement de ses fils, qui, sous le Second Empire, monte une régie publicitaire qui va financer finalement l'univers de l'information, qui n'a jamais été un univers rentable. Et évidemment, les liens entre la collusion avec les milieux économiques, là aussi, va être totale jusqu'aux années 40. Et c'est au Front populaire que Léon Blum décide demande la scission finalement des deux activités d'information et de publicité. Et il y a des cas connus de collusion totale. Par exemple, l'agence Havas est considérée comme ayant joué un rôle très important pour diffuser les emprunts russes auprès des Français, en diffusant une information assez complaisante sur la manière dont la guerre russo-japonaise, par exemple, se déroulait. Le tout, d'ailleurs, accentué, si je puis dire, par la corruption directe d'un grand nombre de journalistes. Jean-Noël Jeannet a écrit un livre là-dessus qui est accablant pour cette profession. Et oui, je me souviens qu'il dit que la presse française, en général, ce n'est pas que Havas, est corrompue jusqu'à l'os, jusqu'aux années 40, je crois. C'était ça son Oui, il s'arrête propos. aux années 40, ce qui est prudent. Je suis pas complètement sûr qu'on ne pourrait pas continuer plus loin, mais ce qui est en tout cas intéressant, c'est que il y a une marque, une tâche de naissance, on devrait dire. La Gazette de Théophraste Renaudot, qui est après tout le premier quotidien, c'est pareil. C'est un journal qui est entièrement dévoué, enfin c'est bien pire même que l'agence Havas, c'était entièrement dévoué au pouvoir, c'est fabriqué dans l'antichambre de Richelieu, quelquefois écrit par Richelieu lui-même. C'est un organe d'État. Et voilà, mais c'est présenté comme... Et lui aussi, Théophraste Renaudot, en échange de ses bons et loyaux services, il a des privilèges, et notamment le privilège d'être la NPE, d'une certaine manière, en tout cas la NPE par écrit, et aussi de l'information financière. Donc on voit bien qu'il y a... Alors, pour corriger ce tableau très noir, j'aimerais quand même dire que Charles-Louis Havas invente ce métier. Et ce qui est intéressant, c'est quand même que les fondamentaux du métier sont très vite posés. Et alors, ce métier, c'est de rapporter les faits et d'en s'en tenir aux faits sans faire de commentaires ni d'éditorial. C'est évidemment encore vrai aujourd'hui, ça l'était déjà beaucoup à l'époque, même s'il y a eu ces débordements que vous avez cités. Et ça, c'était très neuf dans une presse qui était encore plus une presse d'opinion qu'elle ne l'est aujourd'hui. Toute la stylistique, la grammaire, la manière dont on écrit une dépêche, tout ça est posé dès les années 1850. On cite les sources. Les dépêches ne sont pas signées. Parce que ce qui prime, c'est le fait, et c'est pas l'auteur de l'article. Précisément parce que ce ne sont pas des opinions, des éditoriaux. On considère que l'auteur doit rester anonyme. Il n'est pas nécessaire de le mettre en avant. C'est encore vrai aujourd'hui. Seuls les photographes de l'AFP sont connus. Alors, il y a eu des journalistes célèbres dans l'histoire de l'AFP, d'Havas, certainement. Il y a eu Vargas Llosa, Romain Gary, Kessel sont passés par là. Donc, il y a quelques grandes plumes, mais qui se sont fait connaître pour d'autres raisons, naturellement. Et ils ne signaient pas leurs dépêches. La précision de l'origine géographique de la dépêche, ce qu'on appelle la dateline, tout ça, c'est fixé dès les années 1850. Et évidemment, c'était un peu votre question initiale, le trait de génie de Charles-Louis Havas, c'est de constituer un réseau de correspondants qui va progressivement s'élargir avec le temps. Les premiers correspondants de guerre, c'est la guerre de Crimée. Puis progressivement, une couverture de plus... Alors, ça épouse évidemment aussi les soubresauts de la politique européenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'après la révolution de 1848, les révolutions de 1848, arrivent chez Havas un certain nombre de journalistes germanophones qui vont avoir un rôle important, puisqu'il y a un certain Julius Reuter,
qui intègre Havas et qui créera plus tard l'agence Reuters, de même qu'un autre journaliste dont j'ai oublié le nom créera l'agence allemande. Donc vous voyez, c'est un creuset extraordinaire et les caractéristiques fondamentales du métier sont posées il y a très longtemps et elles perdurent. Alors, cette agence Havas, donc vous l'avez esquissé à l'instant, a eu, avec le pouvoir des rapports qui ont été variables, elle a eu un mauvais moment, qui est le moment où l'État français, en l'occurrence d'ailleurs, elle avait été nationalisée avant que Pétain prenne le pouvoir, Ouais, je me trompe, ouais, par Laval. ouais. Elle avait été nationalisée Absolument. par Laval. Elle est devenue l'Office français de l'information. Oui, comme son nom l'indique, l'Office est un officieux. Et qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que c'est en 33 ou 30, je ne sais plus, que Havas est devenu, a été nationalisé? Je crois que me souvenir que... Alors, je ne sais pas si c'est 33, je pense que c'est beaucoup plus tard. Oui, Blum avait été exaspéré par l'attitude d'Havas dans l'affaire Salingro. Il considérait que... Et je pense que le dirigeant... L'affaire Salingro, comme une bonne partie de 30% de nos étudiants, de nos auditeurs ayant moins de 35 ans... Qui était un ministre du Front populaire, qui avait été accusé de désertion pendant la Première Guerre mondiale par la presse de droite, ce qui était une fake news de l'époque, parce qu'il avait bien au contraire combattu. Et la presse pamphlétaire de l'époque l'a poussé au suicide. Et c'est d'ailleurs anecdotique, mais ça montre que la haine d'antan avait... était parfaitement comparable à celle d'aujourd'hui, puisque je crois qu'un des quotidiens de l'époque avait titré pour annoncer la mort de Salingro, son suicide, il déserte une deuxième fois. Horrible. Et donc, je crois que Léon Blum considérait qu'Havas avait joué un rôle dans l'histoire et avait décidé de couper les ponts, notamment de séparer publicité et information. Vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu pour faire ça et la collusion possible, évidemment, à l'époque. Oui, alors, c'est aussi lié au fait que l'État joue un rôle important dans l'expansion d'Havas à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères soutient l'action d'Havas, notamment en Amérique latine. On est frappé quand on fait un tour d'Amérique latine pour rencontrer des confrères, on est frappé de voir que l'agence France Presse, donc la succession, la suite d'Havas, a une sorte de présence, une forte présence. Ce rapport avec l'Amérique latine... Alors, ceci dit, je voudrais quand même corriger un peu ce tableau. L'accès, notamment aux câbles sous-marins, est très onéreux. Et dans les années entre 1860 et 1930, je crois, en fait, il y a un cartel des agences. Vous avez l'agence américaine d'aujourd'hui qui est la Société de presse, vous avez Reuters et Havas, qui voient bien que c'est beaucoup trop onéreux d'entretenir un réseau mondial et qui se partagent des zones d'influence. Et qui, en fait, l'agence Havas signera Havas, des dépêches qui sont en fait écrites par des journalistes de Reuters, mais dans une zone géographique qui fait l'objet d'un partage. Et tout ça explose dans les années 1830, et c'est à ce moment-là que s'établit un véritable réseau mondial de correspondants. On retrouve là une notion qui est très contemporaine, qui est le coût de la collecte de l'information. Donc à l'époque, ça faisait l'objet d'un cartel. Aujourd'hui, naturellement, les agences sont là, et heureusement, pour permettre de couvrir l'actualité au fin fond du Yémen, parce que les médias n'ont plus les moyens d'entretenir de tels réseaux. Alors, au moment de cette création en 1940 de l'Office français d'information, il y a des dissidents qui se manifestent et qui auront, j'imagine, une certaine importance plus tard, au moment de la constitution de l'AFP. Oui, alors vous avez, par exemple, dans les figures historiques, vous avez un résistant comme Gilles Martinet, qui est un des premiers à entrer dans le bâtiment d'Havas. Vous avez Jean Marin, qui était la voix de la France à la BBC.
et qui sera le grand président de l'AFP entre, je crois, 1954 et 1975. Il est chassé de l'AFP par Giscard. Il était considéré comme trop proche de François Mitterrand. Donc on voit là aussi que le politique avait son mot à dire. À l'époque, les choses ont bien changé. J'espère que nous en viendrons à cette séquence contemporaine. Voilà. Et donc ces dissidents recréent l'agence de toutes pièces, mais avec une grande part de personnel qui avait traversé la guerre, naturellement. Alors beaucoup des chefs de bureau, évidemment le fait d'être passé par la résistance donne une prime, c'est bien normal dans l'évolution des carrières futures. Mais je pense qu'une grande partie de la rédaction avait traversé la guerre en étant à l'Office français de l'information. L'Office français d'information, qui a été une agence de propagande tenue par Vichy, est évidemment supprimé et remplacé. Alors, remplacé par quoi? Quel est le statut de l'agence France-Presse à la Libération? Il est très différent de ce qu'avait souhaité le Conseil national de la Résistance, tout simplement parce que la presse française est exsangue. Un statut de coopérative n'est pas possible de ce fait. Et donc, l'agence France-Presse, au lendemain de la guerre, devient un établissement public. Alors, juridiquement, l'établissement public, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme établissement public qui puisse faire saisir à nos auditeurs quelle est la situation juridique, surtout quel est le rapport avec le gouvernement? Le rapport avec le gouvernement, évidemment, c'est une emprise extrêmement forte. Mais là, on est dans l'après-guerre, avec une grande partie de l'économie française qui est nationalisée, naturellement. Donc, on est dans cette logique-là. Et évidemment, pour une agence d'information qui se veut indépendante, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'image de la Voix de la France. Très difficile de commercialiser vos produits quand vous avez cette image. Et donc, c'est une bataille qui va être menée par les dirigeants de l'époque pour s'affranchir de ce statut d'établissement public, en s'inspirant beaucoup du statut de la BBC, qui lui était bien antérieur. Et c'est Mendes France qui d'abord qui met en place une commission pour réfléchir au statut de l'AFP, au futur statut de l'AFP. Et c'est un travail qui dure 2-3 ans, qui est assez passionnant à lire, et qui va aboutir, qui est mené par Jean Marin et une autre figure historique de l'agence qui s'appelle Paul Lebret, qui était très anglophile, et donc qui a beaucoup écrit sur ce sujet, sur la religion du fait, notamment, des textes très intéressants. Et le statut qui est établi par une loi de 1957 est très original. Et donc l'AFP d'aujourd'hui n'est plus un établissement public, mais elle n'est pas non plus une coopérative et elle n'est pas complètement une société privée. Donc on est une sorte d'ovni juridique. Nous avons ce qu'on appelle un statut sui generis. On emprunte à plusieurs modèles. On est une société privée. Beaucoup de Français pensent que l'AFP est un établissement public. Nous sommes une société de droit privé, mais qui a l'originalité de ne pas avoir d'actionnaires et pas de capital. C'est assez compliqué à expliquer. Ne m'en demandez pas beaucoup plus. L'essentiel, c'est que ça marche. Ce n'est pas une coopérative parce que, bien que nous ayons des clients, nos clients à notre conseil d'administration, nos clients, c'est les patrons de presse, de radio, de télé, ils ne sont pas actionnaires, donc ce n'est pas une coopérative. Et bien que nous recevions un soutien public, nous ne sommes pas non plus un établissement public. Donc on est un peu comme un ornithorynque, on se définit parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc c'est ça le statut de l'AFP, avec une loi qui s'est attachée à assurer précisément son indépendance, avec des articles qui sont une sorte de mantra interne à l'AFP que tous les salariés connaissent. Ce statut a été remis en cause par certains de mes prédécesseurs qui ont essayé de le changer parce qu'ils considéraient que ne pas avoir de capital, notamment, ça entravait
certains développements, par exemple pour faire des acquisitions de sociétés. C'était très compliqué quand vous n'avez pas vous-même d'action. Il faut dépenser du cash. Du coup, on s'endette. Du coup, ça crée des problèmes, etc. Mes prédécesseurs s'y sont brûlés les ailes. Moi, je considère que ce statut ne nous m'a en rien empêché de gérer certaines transformations. Et donc, ce statut est dans l'environnement actuel de la presse, des médias en général, extrêmement protecteur. Et de fait, lors de la première séquence, nous avons évoqué l'affranchissement par rapport aux politiques. Moi, je le dis droit dans les yeux, je n'ai jamais eu un seul coup de fil d'un politique. J'en suis même moi-même surpris, parce que quand je me suis porté candidat à l'AFP, j'imaginais que j'aurais davantage de liens avec les politiques, mais je n'ai jamais rencontré Emmanuel Macron, qui n'a jamais demandé à me rencontrer, jamais les premiers ministres. Mes contacts, c'est avec le ministre de la Culture, à l'occasion de discussions plutôt d'ordre stratégique. Mais je n'ai jamais un seul coup de fil pour se plaindre d'une dépêche ou demander telle ou telle orientation. Donc ça, je pense que c'est évidemment une séquence qui date probablement d'une quinzaine d'années, vingtaine d'années, et qui fait que l'AFP est véritablement totalement indépendante, et ce qui nous permet, bien qu'on reçoive un soutien public... Et que l'État joue un rôle dans la nomination du président. Oui, l'État a 3 représentants sur 18 au conseil d'administration, ce qui veut dire que il joue un rôle important, mais il peut très bien être mis en minorité. Il n'a pas de voix particulière, il n'a pas de voix double. Et alors, au conseil d'administration, il y a des représentants des salariés. Il y a 18 membres, il y a 3 représentants des salariés. Qui ne votent pas pour la nomination du président. Qui s'abstiennent. Et puis, il y a des représentants donc, des médias, des clients. Donc, j'ai 5 patrons de presse. Et j'ai des représentants de l'audiovisuel. Donc, ce sont des clients au passage. Et puis, j'ai 3 représentants de l'administration, mais qui sont là non pas comme tutelle, puisque je ne suis pas dans l'audiovisuel public, si vous voulez, du tout, mais qui sont là comme clients, puisque l'administration française est cliente de l'AFP. Donc, ils sont, comme on disait, des usagers. Alors, venons-en au contenu et aux réformes des différentes agences. Dans les années 70, si je ne me trompe, il y a eu un grand mouvement dans les agences de presse internationales et notamment chez Reuters, d'orientation plutôt vers l'économie ou vers la finance, en laissant la politique et la politique internationale beaucoup de côté. À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé à l'agence et combien êtes-vous aujourd'hui d'agences à avoir gardé ce côté généraliste qui a été celui de Reuters à un moment donné et qui ne l'est plus? Ah non, Reuters reste, alors, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, vous avez 3 grandes agences généralistes mondiales. Le modèle d'organisation d'une agence est national. C'est-à-dire que l'agence allemande, qui s'appelle dpa, quadrille complètement son territoire. Tous les lenders sont bien couverts et a relativement peu de correspondants à l'étranger. Et pour l'information mondiale, est cliente des 3 agences mondiales, ou des 2, ou d'une, selon ses moyens économiques. Les agences mondiales généralistes sont au nombre de 3. AFP, Associated Press et Reuters. Reuters est aussi une agence généraliste. Il se trouve qu'elle a développé par ailleurs une spécialisation financière, et là vous avez 2 grandes agences financières mondiales qui sont Reuters et Bloomberg. Mais pour cette partie de l'activité, elles ne sont pas du tout dans le champ de concurrence de l'AFP. Donc notre champ de concurrence, c'est Associated Press américaine, Reuters qui, dans l'imaginaire français, est encore anglaise, mais qui en fait est maintenant canadienne, et AFP qui est donc la seule européenne des 3 agences mondiales. On dit que ce sont des agences généralistes parce que nous couvrons le sport, l'économie, la politique, le climat. Nous sommes organisés avec des grandes rubriques, comme le sont les médias. Les journalistes de l'AFP ne sont d'ailleurs pas des spécialistes, ils ont une obligation de mobilité, et en gros, tous les 3 à 5 ans, ils changent de rubrique. La seule rubrique qui est à peu près spécialisée, c'est la rubrique sportive. La production de contenu, c'est texte, photo, vidéo, et ça c'est la nouveauté des dernières années. Beaucoup des images que
vous voyez un journal télévisé, elles ne sont pas créditées, mais ce sont beaucoup, ce sont notamment des reportages étrangers, vous pouvez être quasi certain que ce sont des images d'agences, que ce soit des directs ou des sujets magazines. Vous avez par exemple le tremblement de terre en Syrie. Il est évident que le temps que les grands médias envoient des correspondants sur place, il va se passer plusieurs jours. Nous avons ce réseau de terrain avec des gens à Istanbul, mais aussi qui couvrent la Syrie. Donc, nous produisons textes, photos, vidéos, infographies et de plus en plus d'audio d'ailleurs. Nous le faisons en 6 langues. Nous faisons français, anglais, allemand, portugais, arabe, espagnol. Nous produisons parfois, et même souvent, quand on produit en arabe ou en espagnol, par exemple, on produit pour une clientèle arabe et hispanophone, avec une production qu'on ne voit pas sur le fil, comme on disait, en France ou en anglais, ou dans les pays anglo-saxons. Voilà un peu les cas. Et alors, la production, ça va de l'alerte, la breaking news, au reportage de fond. On fait des portraits, on fait des synthèses, on fait de plus en plus de papier d'angle, de background. Donc, c'est une production extrêmement riche et extrêmement abondante. Dans un contexte, en France en tout cas, de paupérisation de la presse dite écrite, qui essaye d'être le moins écrite possible parce que le papier coûte cher et parce que les journalistes aussi, j'imagine que l'expansion de l'AFP est forte, que la reprise de la production de l'AFP est importante. Vous avez à l'agence des services qui font l'inventaire de la reprise de ce qui a été produit par l'agence ? On n'a pas de services qui font l'inventaire, mais on est amené, dans le cadre de certaines négociations, à suivre ça. On voit qu'on a souvent... Là, je parle plus des sites de médias. Ouais. Par exemple, le Figaro.fr, le Monde.fr, le Parisien.fr. On a à peu près 40% de nos contenus qui sont... Enfin, 40% des articles sont des contenus, c'est souvent signé avec l'AFP. Quand c'est avec l'AFP, ça veut dire que l'essentiel du contenu, c'est la dépêche AFP ou la photo AFP. Bon, quand c'est le texte AFP, il a été, par exemple, revisité un peu, les titres ont été changés, etc. Mais c'est du copier-coller. Pour le papier lui-même, c'est différent. Vous voyez bien que les quotidiens français ont d'ailleurs tendance à devenir de plus en plus, ont une coloration de plus en plus magazine, font des vrais papiers de fond. La pagination s'est réduite et on privilégie plutôt la qualité et le fond à la quantité. On ne donne plus toutes les news de la journée parce qu'on sait qu'on les trouve par ailleurs et notamment sur les sites. Et là, c'est différent, c'est beaucoup plus de la production originale. Alors, on a tout fait, ou presque, jusqu'à présent, mais on n'a pas dit combien il y avait d'employés à l'AFP, sur ces employés, combien sont journalistes, et sur ces journalistes, comment ils sont répartis à travers le monde. Alors, l'AFP, c'est 2600 salariés, c'est 1700 journalistes. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, les rédactions du Monde et du Figaro, c'est à peu près 500 journalistes. Donc, on est la plus grosse newsroom de France et une des plus grosses newsrooms mondiales. Le New York Times doit avoir 2000 journalistes maintenant, donc c'est une grosse force de frappe. Ce qui nous caractérise, c'est l'expansion géographique. Et alors ça, je sais que les interlocuteurs sont toujours surpris quand je dis que nous avons des troupes extrêmement nombreuses sur les terrains les plus éloignés. Quand les talibans entrent dans Kaboul, il y a 1 an et demi, nous avons 13 salariés sur place et autant de pigistes. 13 salariés sur place. Quelle entreprise mondiale a 13 salariés à Kaboul ? Et aujourd'hui, nous en avons 10. On a réduit la voilure, on a changé évidemment un peu le personnel, mais nous en avons 10. Ce que je vous dis là, je peux vous le dire de n'importe quelle géographie. Nous avons 60 journalistes à Rio, nous en avons 19 à Tokyo. Et la force de l'AFP, c'est d'être présente je vais le dire comme ça, dans tous les pays les plus pourris de la planète, là où les médias et parfois, souvent, les agences ne vont plus ou moins. Et c'est ça, ce réseau de terrain qui est la valeur
de l'AFP. Alors, le réseau de terrain, la rapidité, comment est-elle assurée aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est Internet, donc c'est diffusion soit satellite, soit, et de plus en plus Internet. Donc ça, on est dans l'instantanéité. La grande révolution aussi, ça a été le passage au... Alors, la révolution dans le métier de l'agence, on peut dire qu'entre un journaliste du 19e siècle qui aurait été transporté dans la salle de rédaction de l'AFP dans les années 70 n'aurait pas été extrêmement dépaysé. C'était un paysage un peu, j'ai vu des photos, on se croirait dans un roman de Zola, des batteries de machines à écrire, une salle totalement enfumée, un bruit assourdissant, des pneumatiques pour trier les dépêches. Arrive en 80 l'ordinateur et surtout, naturellement, la révolution Internet des années 90. Si vous ajoutez les lois anti-tabac, le paysage a bien changé. Donc on est dans un monde d'instantanéité. Et l'autre grand changement, n'oublions pas que l'AFP, c'est une des plus grandes agences photo au monde, c'est le passage de l'argentique au numérique. Alors il y avait des histoires absolument homériques de photographes, je vois encore, qui vous racontent comment ils développaient leur pellicule dans les salles de bain des bordels du Guatemala. Aujourd'hui, évidemment, tout ça est fini. Comment ils se baladaient avec des valises satellites énormes. Aujourd'hui, tout ça est fini. On est vraiment dans le monde de l'instantanéité. Ça change radicalement la production. Mais Internet, oui, quand il y a Internet, c'est-à-dire à Kaboul ou à Téhéran, comment fait-on ? Vous avez du monde toujours à Téhéran, bien sûr. Alors pour la diffusion, quand on est dans des coins vraiment paumés, il y a des systèmes, ce qu'on appelle des avis West, où en gros, vous cumulez des cartes SIM pour avoir le maximum de réseau possible, donc vous passez par ça. On y arrive toujours. Il y a des anecdotes... là aussi assez connu, je me souviens d'un type qui me racontait que sur le Paris-Dakar dans les années 80, pour diffuser ses reportages, il utilisait les blessés du rallye et il leur demandait de repartir avec les pellicules en France. Et il me racontait qu'un jour, il y avait un type qui avait, je crois, tous les membres cassés. Il avait collé la pellicule sur le plâtre du gars. Donc des histoires comme ça, il y en a d'innombrables. Les choses ont bien changé encore. Alors, l'autre, me semble-t-il, en tout cas, sinon un client de l'AFP, mais comme son lecteur, très souvent, et dans beaucoup de domaines, l'autre atout de l'agence ou l'autre caractéristique de l'agence, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de ces journalistes, c'est-à-dire la espèce de polyvalence obligée. On peut se retrouver à la rubrique économique et puis après se retrouver à la culture. Les carrières sont fantastiques. Je pense qu'il y a... Là aussi, je ne vois pas bien quelle entreprise propose ça aujourd'hui. Vous avez quelques multinationales, évidemment, du pétrole ou autres, qui envoient leurs cadres se balader tous les 3 ans, mais c'est généralement dans des géographies bien précises, les champs pétrolifères. Oui, c'est pour faire le même métier. Et pour faire le même métier. Là, vous pouvez, un journaliste type de l'AFP commence sa carrière peut-être dans la presse régionale, en France ou ailleurs. N'oublions pas qu'on a évidemment les journalistes, on a toutes les nationalités. Le directeur de l'information de l'AFP qui dirige les journalistes est anglais. Et sur les 6 régions de l'AFP, 3 aujourd'hui sont dirigées par des non-français. On est vraiment une agence mondiale. Et donc, le journaliste type commence dans la presse ou un média local, intègre l'AFP généralement comme pigiste, il commence comme ça, puis après il est nommé une première fois à Nairobi, puis il va aller à Washington suivre la politique américaine, puis il part à Tokyo suivre l'économie, puis il revient en province, en France, pour faire, le suivi du sport, etc. C'est des carrières incroyables, parce que vous avez des types et des femmes qui ont sillonné les grandes capitales. Le Quai d'Orsay ne vous propose pas ça. Le Quai d'Orsay vous oblige de revenir à Paris tous les 2 postes, à peu près. Les rotations sont plus longues, plus difficiles, et vous avez accès aux grandes capitales passionnantes sur le tard. Là, donc ce qui fait que les journalistes sont très attachés à l'AFP. Ils restent. Et ils restent longtemps. Oui, c'était la question que j'allais vous poser ensuite. Alors, on voit souvent des gens qui ont
dont on apprend après coup, des gens qui se font un nom dans la presse écrite, en tout cas c'était le cas quand moi-même j'y suis rentré, des gens qui se sont fait un nom dans la presse écrite et dont on apprend qu'ils avaient été pendant longtemps, qu'ils avaient fait une espèce de scolarité prolongée, si je puis dire, oui, il y en a beaucoup, à l'AFP. Je pense que j'ai été éditorialiste au Point du temps de Claude Imbert, qui était l'AFP. Qui était l'AFP en Afrique. J'ai relu là récemment Orient Extrême de Robert Guillain, qui est un livre merveilleux sur l'Asie des années 60 à 80. J'ai découvert que son premier métier, c'était l'AFP, avant de devenir grand correspondant. Voilà, donc vous avez plein de gens comme ça. Et moi, j'ai une question sur en France. Combien sont-ils, où sont-ils, que font-ils ? Nous avons à peu près 800 journalistes en France, donc sur les 1700, c'est beaucoup, mais ça s'explique par le fait qu'on a beaucoup de fonctions d'édition en France, qui travaillent pour l'ensemble du réseau. Puisqu'une dépêche AFP... Vous expliquez l'édition, une dépêche AFP ne peut sortir que s'il a été validé au moins 2 fois. Validé, c'est-à-dire on vérifie que c'est bien écrit, que c'est bien hiérarchisé, bien sourcé, bien contextualisé, etc. Et donc, vous avez ce qu'on appelle des desks dont c'est le travail. Et donc, la dépêche, généralement, est visée d'abord par le chef du bureau local. Alors, ça peut être, si c'est en France, ça peut être le bureau de Marseille, par exemple. Et puis ensuite par le desk. Voilà. Donc c'est ce qui explique qu'il y ait un gros volume de journalistes en France, mais c'est comme vous voyez, c'est un peu biaisé. D'accord. Donc il couvre la politique, l'économie, la culture, le sport. Tout. Comment est-ce qu'on couvre la culture, d'ailleurs ? Je veux dire, puisque l'agence n'a pas du tout pour vocation de faire une critique, pas plus que... Bien sûr. Elle a une vocation d'information, mais on imagine mal qu'un journaliste soit occupé seulement à reproduire les informations que lui envoient les théâtres, les cinémas, les maisons d'opéra, les salles de concert, etc. Donc il y a un plus, il y a une plus-value. Alors oui... la couverture a beaucoup changé, ça vaut pour tous les sujets. Le temps où l'AFP cherchait à tout couvrir est révolu pour une raison très simple, qui s'appelle les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la communication du théâtre que vous citez, elle se fait par son réseau social. Le théâtre Antoine va diffuser, vous êtes abonné, etc. Vous n'avez pas besoin de passer par la dépêche de l'AFP. Donc nous, on se concentre sur les sujets de fond. Et donc, alors on a évidemment un responsable qui suit l'activité de l'édition, donc le mec qui va suivre le déroulement de la vente de la session d'Editis, ses conséquences sur le milieu des auteurs, les tensions entre Hachette et Editis, ça va être ça ce qu'on va couvrir. On s'attache évidemment, une des grandes préoccupations de l'agence aujourd'hui, c'est d'aider les médias à conquérir et fidéliser les jeunes publics. Puisqu'évidemment, ceux-ci ne lisent plus le journal, ne regardent plus la télévision, etc. C'est l'information qui vient à eux de manière aléatoire, et il faut qu'on puisse s'adapter à ça. Et donc, d'abord, trouver les bonnes thématiques qui les intéressent. Donc, puisque vous parlez de la culture, ça veut dire s'intéresser, par exemple, à l'univers des jeux vidéo, aux univers numériques. Donc, on s'est réorganisé pour cela, et aussi proposer des formats qui sont ceux qu'ils consomment aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, et pas que les jeunes, consomment la news sur smartphone et sur des formats verticaux qui sont souvent, comme on dit, non voicés, avec un sous-titre, parce que vous le consultez dans le métro. Et bien, nous, on fait de plus en plus de reportages de ce type. On doit s'adapter, naturellement. Alors, dans votre présidence, donc je rappelle ce que je disais dans la première émission, vous avez été élu président de l'AFP en 2018 et vous avez été réélu en 2022 pour 5 ans. Ce public-là est un des publics que vos initiatives ont visé. Est-ce que ceci explique, ou est-ce que ça n'a aucun rapport avec le fait que Google ou Meta sont devenus des clients importants pour l'AFP ? Alors, ça n'a pas de grand rapport. 2 mots sur la stratégie actuelle de l'AFP, ou récente, ça se résume assez facilement. Ça a été de mettre le paquet sur la vidéo. La vidéo, c'est donc les vidéos de news. C'est soit un sujet magazine, soit des directs. On propose aux télévisions
et au site en ligne, une quarantaine de directs par jour sur tous les sujets. Et la vidéo est devenue un support très important parce que la clé d'entrée dans l'information aujourd'hui, c'est l'image, c'est la photo, c'est la vidéo. Enfin, et c'est pas que les jeunes. Je pense que vous aussi, très souvent, vous regardez sur un sujet la vidéo et le texte vient souvent comme explainer, presque la légende. Le texte reste la colonne vertébrale de l'agence, mais l'image a pris de plus en plus de poids. Et le deuxième, et je vais en venir à Google, le deuxième vecteur de croissance, ça a été la lutte contre la désinformation. Alors, vous avez écrit un livre sur ce sujet que les auditeurs de Nouvel Esprit Public ont été informés. Et je voulais justement vous demander de développer cet aspect de cette activité. Une agence, je l'ai dit dans les premières séquences, s'intéresse aux faits. Normalement, elle ne s'intéresse pas aux rumeurs. Par exemple, quand on couvre le sport, on ne couvre pas les rumeurs du mercato, parce qu'on attend que le contrat soit signé. Ça, c'était la position historique des agences, qui donc ne s'intéressaient pas au faux. Le faux, c'est-à-dire la rumeur, l'intoxication, la manipulation. Tout ça a changé. C'est assez précisément daté les années 2012-2014. Qu'est-ce qui se passe 2012 ? C'est les printemps arabes 2011, la Syrie. L'agence a énormément de mal à faire la distinction entre le vrai et le faux. Il y a beaucoup de rumeurs sur les attaques chimiques, il y a des campagnes de diffamation contre les white helmets. Donc, elle commence à se dire, tiens, il y a quelque chose qu'il faut suivre. Ensuite, vous avez 2014, l'invasion de la Crimée, à base de manipulation de l'information. Puis vous avez 2015, les attentats. Et lors des attentats en France, il y a énormément, là aussi, de faux qui circulent. Et puis arrive, évidemment, le grand tournant de 2016, avec la première élection Facebook, qui est l'élection, non pas de Trump, mais l'élection de Duterte aux Philippines. Et puis, vous avez le Brexit, puis Trump. Et là, l'agence se dit, la désinformation fait partie de l'information. Et il faut donc qu'on s'intéresse au faux. Et moi, il se trouve que je suis arrivé à l'agence en 2018, et un de mes premiers rendez-vous, ça a été avec Facebook, qui est aux prises, qui est accusé d'être évidemment un vecteur de désinformation majeur, qui est accusé par exemple d'avoir fomenté le massacre des Rohingyas en laissant diffuser sur Facebook des messages de haine contre cette communauté musulmane, et qui cherche des partenaires pour faire ce qu'on appelle du fact-checking. Le fact-checking, c'est pas la vérification habituelle à l'agence. La vérification, c'est quand vous vérifiez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le desk qui vérifie que l'info est juste, sourcée, etc. Et c'est un travail que vous faites sur votre propre contenu avant publication. Le fact-checking, c'est un travail qui est fait sur le contenu publié déjà, donc c'est après publication, par d'autres que vous. Et c'est surtout fait à base d'images. Ça se porte surtout sur des images, parce que le grand vecteur de la désinformation, c'est la photo qui est manipulée, sortie de son contexte, la vidéo trafiquée. Et Facebook nous dit, comme il le dit à beaucoup d'autres médias dans le monde, est-ce que vous voulez nous aider à monter des opérations, etc. Et on a monté un réseau, on y a cru, et on a monté ce qui est aujourd'hui le plus gros réseau de fact-checking au monde, et de loin. Et on a 150 journalistes à l'AFP, qui sont des vrais journalistes, qui font du travail de vérification, de fact-checking, on couvre à peu près 80 pays. Et là, une chose que je n'ai pas dite, qui est très importante, l'AFP est une agence B2B. B2B, ça veut dire que nos clients, c'est pas le grand public, c'est pour ça qu'on n'est pas hyper connus. Nos clients, c'est les médias et parfois les entreprises et les institutions. Là, pour le fact-checking, on s'adresse directement au grand public. C'est-à-dire qu'on publie en philippin, on publie en hongrois, on publie en finnois sur les plateformes elles-mêmes. Comment ça marche ? Vous avez une fake news sur Facebook ou sur Twitter ou sur TikTok. Si elle a été vérifiée par l'AFP ou par un autre média, apparaît immédiatement sous le message de la fake news initiale le fact-check qui dit ceci est vrai ou ceci est faux ou ceci est... Voilà ce qu'on sait plus exactement sur cette info. Et dès lors qu'un fact-check est publié, l'algorithme dégrade la visibilité de la fake news d'à peu près 80%.
Donc, on s'est armé pour faire cela, et ce travail a été financé par les plateformes. Et c'est ce qui fait, j'en reviens, pardon, après une longue diversion à votre question, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous comptons parmi nos grands clients Facebook, TikTok, hier Twitter, mais Twitter est en train de s'écrouler et on a le plus grand mal à trouver des interlocuteurs. Et ça a été un grand changement pour l'AFP. Google, c'est différent, c'est un sujet qui est plus technique. Alors, on ne va pas lasser les auditeurs avec ça, qu'on appelle les droits voisins. Oui. Si vous voulez, on en dit deux mots. Oui, ce matin, on revient sur la crise des médias. La presse, le chiffre de la presse chute, en grande partie parce que la ressource publicitaire est déviée vers les grandes plateformes. Aujourd'hui, à peu près un tiers de la publicité mondiale est en ligne, mais 96% de la croissance va chez les plateformes. Et on arrive au paradoxe que ce sont les plateformes, c'est-à-dire Google, Facebook, etc., qui captent un revenu réalisé à partir d'une information qu'ils ne produisent pas, puisqu'ils n'ont pas de journalistes chez eux. Donc c'est comme si c'est en gros celui qui relaye l'information qui touche le revenu plutôt que celui qui le produit. Donc l'Europe vote une directive droit voisin qui vise à forcer les plateformes à rémunérer les éditeurs de presse et les agences. Et nous avons signé un accord en ce sens. C'est une espèce d'accord de repartage de revenus, de partage de la valeur assez modeste, il faut bien le dire, mais qui a le mérite d'exister. Et c'est ce qui fait que Google, en effet, est aussi devenu un grand client de l'agence. Alors, il y a deux sujets au moins que j'aimerais aborder avant que nous ne nous quittions. Le premier, c'est l'activité en temps de guerre. L'Ukraine en ce moment, ou en temps de soulèvement social, on peut penser à l'Iran. Et l'autre, c'est sur la manière dont on couvre les problèmes liés au réchauffement climatique. Donc, commençons par l'activité en temps et en lieu de guerre. Alors, prenons l'exemple de l'Ukraine. Nous avons, de manière permanente depuis le début du conflit, 35 personnes réparties sur à peu près 6 sites en Ukraine, qui font du reportage de terrain. Nous avons une deuxième ligne qui est à Varsovie, où vous trouvez des journalistes qui, eux, feront davantage les papiers de fond, les papiers d'angle. Et puis, on a encore les bases arrières à Londres, à Paris, etc., qui font notamment du fact-checking. Puisqu'on a parlé du fact-checking, des grandes nouveautés, évidemment, dans ces guerres, c'est le poids de la désinformation. Et les équipes de fact-checking travaillent main dans la main avec les équipes de reportage de terrain. Un exemple à Boutcha, c'est une équipe de l'AFP qui entre la première et montre les images de Boutcha, et qui très vite se dit... Les Russes vont dire que c'est une mise en scène. Et très vite, les journalistes sur place documentent la scène, vont expliquer que les cadavres qui sont sur place ne sont pas des acteurs, mais ont une vie familiale et retracent leur histoire. Et dans les bureaux, ceux qui font ce qu'on appelle du journalisme assis, à Londres, à Paris, etc., les fact-checkers démontrent tout le narratif russe qui dit que c'est une mise en scène. Ils utilisent des images satellites pour montrer que les cadavres étaient là depuis longtemps, ils n'ont pas été amenés le matin même de la prise de vue, ou que telle main qui bouge sur l'image et qui permet aux Russes de dire que c'est une mise en scène et que le cadavre est un acteur bel et bien vivant, c'est un effet d'optique, etc. Voilà, donc ça, c'est une des nouveautés. Sur l'Ukraine, les choses nouvelles, d'abord, il y a énormément de journalistes sur le terrain. C'est une guerre il y a, je crois, à peu près 3000 journalistes, donc c'est une guerre extrêmement couverte. C'est une guerre de proximité. C'est une guerre symétrique. Ça, c'est très nouveau parce que je veux dire par là que les deux camps ont à peu près les mêmes forces, alors que ces dernières années, les journalistes étaient habitués à être c'était des guerres asymétriques où il y avait clairement un camp plus fort que l'autre. Donc c'est une guerre d'usure et c'est aussi une guerre d'usure pour les journalistes. Et pour une agence comme nous, au début, c'est beaucoup de problèmes de logistique. Et là, l'AFP, c'est une machine de guerre, c'est le cas de le dire. Moi, j'ai vu ça, j'ai appris énormément. Je n'avais jamais traversé tel conflit. Au début du conflit, tous nos journalistes ukrainiens se sont tirés. Pourquoi ? Parce que les femmes sont parties avec les enfants en Pologne et les hommes ont été mobilisés. Donc, il a fallu envoyer des reporters de toutes les destinations, tous nos postes pour couvrir.
Ça a un coût énorme et on a dû reconstituer des équipes locales, ce qu'on arrive à faire maintenant pour avoir nos 35 personnes qui sont en Ukraine. Sans compter les problèmes de langue. Je veux dire, quand on envoie des journalistes d'un peu partout refaire les... Oui, on a beaucoup de russophones dans le réseau. Ouais. Ça, c'est aussi un des atouts de l'AFP. Par exemple, la nouvelle de l'attaque russe, c'est tombé à 4 heures du matin. C'est un russophone du bureau de Sydney qui l'a donné. On a été les premiers à donner l'alerte grâce à ça. On est organisé par fuseau horaire. Donc, le relais... Il n'y a plus de travail de nuit à l'AFP. Le relais, on a des francophones, des arabophones, des hispanophones basés sur toutes les régions et on s'organise comme ça. Donc ça, c'est pour les terrains de guerre. Et maintenant, pour ce qui est lié au changement climatique. Le climat, on en fait évidemment une grande priorité de couverture. On a une vingtaine de journalistes à Paris qui suivent cette problématique. Alors, de manière, pour vous montrer combien c'est important, on a réorganisé la rédaction. On n'a plus de secteur économie à l'AFP. Plus exactement, on a une équipe qui suit la macroéconomie, les finances publiques, etc., qui suit encore les banques et un certain nombre d'activités de services. Mais les grandes industries, les grands secteurs économiques consommateurs d'effets de serre, générateurs d'effets de serre, l'énergie, le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, les transports, sont couverts par un pôle qu'on appelle Avenir de la planète. Donc il y a une espèce de prisme. Donc ça, c'est vraiment on a un choix éditorial. On présente cette info, cette actualité de Vinci ou de Siemens ou d'Alstom par l'angle de la planète. Donc c'est vous dire la priorité qu'on y donne. Là, le grand défi, c'est d'arriver à trouver les bons formats. Alors on fait là beaucoup de vidéos, beaucoup d'infographies aussi pour montrer beaucoup d'histoires de terrain. Et la grande question, c'est comment faire de l'engagement comment ne pas déprimer le lecteur ou le spectateur, parce que évidemment les nouvelles, il faut éviter le mode nous sommes fichus et essayer de montrer il y a quand même une lueur d'espoir. Et ça, c'est un combat que rencontrent toutes les rédactions. Qui toutes, aujourd'hui, on a sorti la rubrique environnement de la case des spécialistes. Tous les journalistes maison et tout le management a été formé à ces problématiques. Un effort considérable. Donc, c'est une révolution interne. Fabrice Suisse, je vous remercie. Avant que nous nous quittions, donc depuis que vous avez pris la tête de l'AFP, vous avez développé un certain nombre de nouvelles activités. On en a fait le tour. Devant vous, puisque vous avez beaucoup de temps devant vous, ça fait à peine un an que vous avez été reconduit, devant vous, quelles sont les priorités ? J'ai 2 défis principaux aujourd'hui. Un qui est assez prosaïque, qui est les conséquences de l'inflation mondiale sur notre activité, parce que nous sommes présents dans des pays où l'inflation est à 80%, 100%, donc c'est des négociations difficiles. Comme nous vendons des abonnements, ça signifie qu'on ne peut pas augmenter nos revenus comme ça à mesure de l'inflation, d'autant nos clients sont les médias et que les médias ne traversent pas une phase très heureuse aujourd'hui. Donc ça veut dire pression sur les coûts sans pouvoir ajuster nos revenus. Et le deuxième défi très neuf, redoutable, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dite générative, qui est à la fois une opportunité et une menace pour le journalisme, qui est aussi une menace pour tout l'écosystème de la presse, parce que les conséquences de ces nouveaux outils, type ChatGPT-4, peuvent transformer les moteurs de recherche en moteurs de réponse. Aujourd'hui, toute l'économie de la presse vit en grande part du trafic qui est apporté par les plateformes. Je le dis différemment. Aujourd'hui, à peu près 70% des Européens consomment leur information en ligne. Et 60% de ces 70% est consulté sur les plateformes plutôt que sur les sites de presse eux-mêmes. Donc ça joue un rôle très important. Et comment est-ce qu'ils se rémunèrent ? C'est parce que quand vous tapez une recherche sur Google,
sur une recherche de type news, Google vous renvoie des liens et vous renvoie au site de presse. Et à ce moment-là, vous dérivez une partie de la publicité. Si demain, avec l'intelligence artificielle générative, Google, au lieu de vous renvoyer des liens à des liens, vous renvoie la réponse type Wikipédia sur la question que vous posez, ça fait une source de revenus en moins pour la presse. Donc ça, c'est un défi économique redoutable. Et puis, il y a un défi sur le métier. L'intelligence artificielle doit permettre, ça c'est la version rose, de gagner en productivité. Je vous donne des exemples. On l'a utilisé au Qatar pendant la Coupe du Monde. On a utilisé la reconnaissance, des outils de reconnaissance faciale pour que les légendes sur les photos, sur les joueurs, apparaissent immédiatement. Ça, c'est un exemple. Vous avez beaucoup d'usage de l'intelligence artificielle pour faire de la traduction automatique, pour traiter des grandes bases de données. Tout ça n'est pas complètement nouveau. Version rose, ça va permettre aux journalistes de se concentrer sur leur métier de collecte, d'interview, les tâches les plus nobles du journaliste. La version noire, c'est celle où le métier se voit progressivement substitué par ces robots. Vous avez eu des annonces assez spectaculaires, dont celle du groupe Axel Springer, qui a dit vouloir remplacer 30% de sa base de journalistes. Alors ça touche évidemment un certain nombre de fonctions journalistiques qui ne sont pas les plus nobles du métier, mais ça peut s'étendre. Oui. Donc comment faire face à ça ? Ça, c'est le grand sujet du moment qui anime toutes les conférences médias partout dans le monde. Fabrice Friess, je vous remercie. Les références de votre livre seront sur l'annonce de ces 3 conversations que nous avons eues ensemble.